Les grands ensembles étaient en pleine croissance, en plein développement, au moment où un certain nombre d'architectes ont commencé à réagir vis-à-vis de ce qui apparaissait au début comme une solution pratique à un problème de population, de densité, de nécessité de logement. Mais très très vite, les grands ensembles ont montré qu'ils ne pouvaient pas être une solution correcte, qu'ils débouchaient sur des quantités de problèmes et que c'était un remède qui apportait énormément de maux. Et un certain nombre d'architectes ont commencé à travailler sur ce que pouvait être une ville contemporaine, parce qu'il s'agissait bien, en effet, de ne pas revenir à ce qu'on savait de la ville couramment. On voyait bien que ça n'était plus à l'échelle des problèmes du moment. Et parmi eux, et peut-être essentiellement lui, Renaudie a commencé à travailler sur des structures urbaines complexes. Je peux résumer très très rapidement les intentions de ce qu'on peut appeler une démarche théorique. La nécessité de ne pas couper la ville en différents morceaux, de ne pas avoir de zoning avec d'un côté le logement. L'idée force, c'était d'essayer de retrouver la complexité, peut-être les difficultés, mais aussi l'intérêt que pouvait représenter une façon de vivre où les choses étaient beaucoup plus liées. C'était aussi lié à une idée de l'habitat qui se démarquait complètement de la notion de cellule, c'est-à-dire... La proposition de logement accompagné de terrasses, ça avait deux conséquences très très claires. C'est que d'une part, on retrouvait des épanelages de bâtiments qui étaient assez hauts, qui montaient à 6, 8 étages, mais dans des rapports de forme qui n'avaient plus rien à voir avec des vis-à-vis de bâtiments parallélépipédiques qui se feraient face. Et puis d'autre part, à l'intérieur même de l'habitat, il y avait ce complément du logement qui était la terrasse, qui en faisait vraiment intégralement partie, qui, dans les projets de Renaudie, les terrasses sont très projetées à l'extérieur, très éclatées. On a beaucoup dit les étoiles de Renaudie, et c'est tout à fait vrai comme image physique. Et dans les projets que j'ai faits plus tard, où peut-être les terrasses étaient plus enclavées, plus insérées dans le corps du logement, allant même jusqu'à les mettre dans le logement lui-même sous forme de patio. Ces bâtiments qui ont l'air extrêmement complexes sont en fait construits d'une façon simple, sur des dimensions à construire qui ne sont pas très importantes, sur des formes qui sont au départ des formes très très simples, et que c'est simplement l'exploitation de ces trames qui a permis de faire des volumes aussi complexes, mais qui ont leur ordonnancement propre. Et la combinatoire de ces trames permet finalement des volumes complexes, mais des volumes complexes qui réagissent toujours face à d'autres choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la ville est là, et il y a des choses dont on a envie de se rapprocher, des choses qu'on a envie de voir, des choses dont on a envie de se protéger. Et ce jeu des formes, ça permet d'intégrer ça dans la dimension architecturale. On pourrait parler aussi de la façon dont le logement est à l'intérieur. Et le Liéga, comme d'ailleurs presque tous les logements que j'ai faits, joue cette carte-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du logement, il y a une fluidité des espaces, une communication entre les différentes pièces qui existent, bien entendu. On ne fait pas des logements pour les célibataires de 120 mètres carrés.
des quatre. À l'intérieur même du logement, il y a ce parti de toujours développer l'espace du séjour, l'espace convivial par excellence du logement, de la façon la plus riche possible, de façon à ce que ça apparaisse pas comme une petite boîte à côté d'autres petites boîtes. Et l'idée même que ce logement peut se développer grâce aux formes du Liéga en n'ayant pas justement une communication qui se fait par un couloir, mais par la forme même de l'habitat, intègre beaucoup plus facilement, je pense, les terrasses que si vous avez un bâtiment complètement orthogonal avec une terrasse devant, ce qui est parfaitement méritoire, mais disons qui ne joue pas la même carte. En ce qui me concerne, moi je crois beaucoup ce qu'on appelle dans les campagnes les jardins de derrière. Les jardins de derrière qui se disent tout. Vous savez, quand on a des logements comme ça dans un village, souvent les jardins de derrière, les gens communient, qui parlent au-dessus de la haie. Et bon, je me souviens d'une vieille dame qui disait les jardins derrière, ça se dit tout. Et nos terrasses, dans une certaine mesure, ça peut se dire peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Et c'est au moins une occasion de rencontre. La maladrerie, c'est très grand par rapport au centre-ville d'Ivry. Ça fait, je crois, plus de 9 hectares. C'était un quartier très excentré. Et la ville voulait créer, à la place de ce lieu qui se libérait, un quartier très très résidentiel. Il ne s'agissait pas de faire un deuxième centre à Aubervilliers, c'était un quartier essentiellement résidentiel. Et donc on jouait la carte de la tranquillité. Et ça a été très courageux de la part de la ville d'accepter finalement que la voiture, qui est pourtant tellement caractéristique de notre époque, soit dans une certaine mesure évincée à peu près totalement de la maladrerie. Moi je m'appelle Slim. Moi je m'appelle Nouradine Belfoul. Et moi je m'appelle Romain. Moi je m'appelle Wally. Moi je m'appelle Yes. J'ai dit que ta cité me plaît, c'est beau, mais pas comme Aubervilliers, ça puait. T'habitais où avant? À Aubervilliers, j'habitais dans la mer. Maintenant, j'habite dans un bâtiment de princesse. Alors, c'est vraiment le lieu pour les gosses. Hein. C'est évident que quand vous dites un quartier complètement piétonnier, les gosses sont rois, ils peuvent aller partout, et c'est assez formidable. Il y avait aussi la volonté d'organiser ces cheminements importants, qui sont des cheminements dans les jardins, mais aussi des cheminements sous les immeubles. Je crois me souvenir, enfin j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a 1,5 km de galeries abritées à Aubervilliers, c'est-à-dire que vous pouvez parcourir tout le quartier en étant à pied sec, ce qui n'est pas désagréable certains jours, et puis de vivre finalement dans un jardin relativement important, ce qui est légitime étant donné le caractère du quartier, et en même temps un choix courageux. Les premières années, jusqu'à 87, 88, on a organisé chaque année des portes ouvertes. Et il y avait beaucoup de monde qui venait visiter les ateliers. Et on commençait à parler de la maladrerie. Et il y avait beaucoup d'artistes peintres que nous ont enviés. Et ils avaient envie de venir ici. Au tout début, je crois que c'est moi qui ai proposé qu'on installe quelques ateliers d'artistes à rez-de-chaussée.
Et puis ça a très bien marché, ils ont tout de suite été remplis, fonctionnent, et c'est devenu un programme de la ville. Et sur 8-10 ans, on a quand même réalisé plus de 40 ateliers d'artistes, ce qui est quand même peut-être pas suffisant pour créer une image du genre la cité fleurie, enfin ces images d'ateliers, mais qui donnent un certain caractère à la ville. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui parle des premières 5-6 années ici de la Maladerie comme d'un paradis. Et puis il y a eu l'accomplissement en fait de la maladrerie du point de vue culturel. C'est cet équipement culturel qu'on a placé à un endroit stratégique de l'opération, au seul endroit où il y avait une voirie urbaine. Mais en même temps, la position du centre culturel fait que personne ne peut y échapper. Dès que vous arrivez dans le quartier, vous le voyez obligatoirement puisqu'il est au cœur même du quartier, à l'endroit le plus public. Il y a à l'intérieur de ce grand ensemble suffisamment de diversité pour que des gens se sentent de cette partie-là de la maladrerie plutôt que d'une autre, sans qu'on ait décidé que cette partie-là était rose et l'autre verte, parce qu'il y a eu des quantités d'exemples de ce genre, où pour diversifier, on crée comme ça des polychromies, des choses de ce genre. Ça me paraît des impasses. Il me semble que l'architecture est quelque chose de beaucoup trop riche finalement pour avoir besoin d'astuces de signalisation. Saint-Denis, c'était vraiment très très intéressant. C'est peut-être un des projets les plus intéressants sur lesquels j'ai été amenée à travailler, bon, en soi-même, parce que c'était un centre-ville d'une ville déjà importante, avec un programme extrêmement riche de commerce, de logements denses, enfin tout un problème vraiment très très fort. Mais il y avait aussi, organisé par la Sodedat au départ de l'opération, la volonté de mettre en relation un certain nombre d'architectes, et les débuts de l'opération en particulier étaient extrêmement toniques de ce point de vue-là, puisque chaque architecte était au courant de la progression du travail de son voisin, qu'il y avait des interactions qui étaient en jeu. Et du point de vue professionnel, moi c'est un des meilleurs moments dont je me souvienne dans le problème des relations avec les autres intervenants. On est à la ville et en même temps on sort la campagne. Et justement, c'est ça qui fait communiquer les voisins d'un voisin à l'autre. C'est comme ça on s'est connus par des terrasses. Ça vous arrive de parler avec les voisins? Ah bah bien sûr, pratiquement au moins tous les 2 jours. Dès qu'on est sur les terrasses, bah, on se voit. Petit bonjour. Donc ici, c'était l'îlot Basilique, sans doute notre réalisation la plus spectaculaire en tant qu'aménageur du département. Et le choix qui a été fait, c'est de s'écarter des formules traditionnelles, à la fois de la forme urbaine du siècle passé, d'Haussmann, avec des alignements verticaux et tristes et rectilignes, aussi bien que des boîtes à chaussures, comme on dit, posées sur des océans de bitume, qui était un peu la technique de Le Corbusier de la Charte d'Athènes, pour revenir peut-être au tracé médiéval. On avait la chance qu'il préexistait à Saint-Denis. Et en plus, René Gailloustet s'est inspiré, je pense, de la formidable tradition des passages commerciaux parisiens du XIXe siècle, en les réinterprétant, en les réécrivant dans une architecture moderne. Si ces quartiers n'avaient pas pu se construire, si nous n'avions pas pu vaincre les obstacles d'ordre économique et peut-être aussi idéologique dans la tête, sans doute tout l'effort de la Sodedat, ce laboratoire urbain qui a travaillé pendant 20 ans dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'aurait pas pu se faire. Donc c'est un petit peu l'acte de création de cet outil qui n'était pas seulement un outil technique, comme c'est l'habitude avec les aménageurs, mais qui était aussi un outil culturel, donc qui mettait avant l'intérêt du quartier qu'on allait faire plutôt que des simples problèmes financiers ou mercantiles.
À l'intérieur de ce projet, il y avait deux options qui étaient vraiment essentielles. C'est ces relations avec les autres, d'une part, et d'autre part, les relations internes, cette fois au projet, entre la partie commerçante, qui était très importante, et les logements. Et on a beaucoup joué de transparence, de verrières, d'ouverture à l'air libre, qui permettent de toujours prendre conscience que les logements sont là, au-dessus, qu'on est vraiment dans la ville, là où les gens habitent. Et quand on est dans un centre commercial, on n'est justement pas dans un mail commercial où on est pris entre deux bords de boutique qui n'ont qu'une idée, c'est de vous fusiller, de vous faire rentrer de force chez eux. On achète, mais aussi on circule, on va chez soi, et la ville, c'est toutes ces dimensions-là réunies. Quand vous vous baladez dans les rues commerçantes de Saint-Denis, les anciennes rues commerçantes de Saint-Denis, il y a vraiment une activité dévorante. C'est vraiment un lieu hyper vivant. Et vous avez des petites rues qui sont branchées sur ces rues commerçantes et qui, elles, sont très calmes. Des venelles qui viennent protéger les gens justement de cette animation qui est quelque chose de formidable, mais bon, de temps en temps, on a envie d'être un peu au calme. Et la différenciation des niveaux dans le projet de Saint-Denis a le même rôle. Mais ça m'a toujours frappé de voir qu'on pouvait, à l'intérieur même de la structure, avoir des ambiances tellement différentes. C'est l'échelle même de ces projets qui le permet. Je ne crois pas que si on construit 30 logements, 50 logements, on puisse avoir ces différences d'échelle. C'est l'intérêt de ces propositions et c'est l'intérêt aussi de travailler avec des enjeux qui se complexifient à l'intérieur même du projet. C'est évident que quand on croit à la nécessité des relations sociales, à l'obligation qu'on a de respecter tous les gens qui nous entourent, on pense que c'est la seule façon intelligente de vivre, c'est évident que la dimension urbaine dans l'architecture, le fait de ne pas renoncer à traiter cette dimension-là, c'est absolument fondamental. Que ça soit difficile, c'est l'évidence, mais je crois qu'il y a encore des gens qui peuvent travailler dans ce sens-là et qui peuvent faire bouger un peu les choses. Comment est-ce que vous avez fait quand même pour imaginer tout ça? Il y a plein de formes, c'est vraiment beaucoup compliqué. Ça vous a pris combien de temps aussi? Oh, ça prend 4 ou 5 mois. 4 ou 5 mois avec plusieurs personnes pour travailler sur un projet comme ça. Mais ça se fait par étapes. On n'a pas décidé une bonne fois pour toutes que le collège était comme ça. On commence par avoir une idée de la façon dont on installe les bâtiments, pourquoi on les mettrait là plutôt que là. Tout à l'heure, je vous disais qu'on voulait garder les arbres. Bon, la façon dont on les installe aussi par rapport à la lumière. Il y a des endroits où c'est bien d'avoir beaucoup de soleil et d'autres où ça peut être gênant. Et tout ça, ça se monte progressivement en réfléchissant à beaucoup de problèmes de relations. Enfin, moi, c'est un métier que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment des quantités de problèmes à régler à différentes étapes. Pourquoi comme ça? Et pas un collège tout simple? Je ne sais pas, tout à l'heure, tu disais que c'était mieux comme ça, alors c'est déjà une bonne raison. C'est déjà une bonne raison. Enfin, tout à l'heure, vous parliez aussi qu'on se perdait. Moi, je trouve que c'est un peu normal de se perdre. D'abord, il y a 800 élèves dans le collège. Plus les professeurs, plus tout ce monde. Il y a des villages qui sont beaucoup plus petits que ça en France. Il faut apprendre à connaître un lieu. Quand on va dans un village, à un moment donné, on ne connaît pas. Puis après, on voit la place de l'église, la mairie, l'école. Ici, c'est pareil, on ne connaît pas, et puis on découvre qu'il y a une salle polyvalente, qu'il y a un centre de documentation, que les classes sont réparties d'une façon ou d'une autre. Moi, je trouve que c'est complètement normal d'avoir à faire l'expérience d'un lieu. On ne voit pas souvent des collèges avec les portes ouvertes, les murs bleus,
des portes jaunes, ça se voit pas souvent. La plupart du temps, c'est des murs gris et là, il y a toutes les couleurs. Et vous trouvez que ça va bien avec toutes les choses qu'il faut apprendre ici? Oui, Ouais, ça donne plus de vie. Ah oui? ça donne des idées. On est Ça vous plus... donne des idées? Ça donne Ça, envie c'est d'apprendre. Ouais, c'est mieux qu'un collège carré, enfin rectangle. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est mieux d'avoir des salles comme ça réparties en arc de cercle. Même en ce moment, moi, ça m'arrive encore de découvrir des salles que je connaissais pas parce que bon, j'avais jamais été dedans. Ça fait drôle, quoi, parce que ça arrive que ce soit des toutes petites salles par rapport aux autres. Alors ça paraît petit, mais c'est nouveau, quoi. Même si ça fait 2 ans que je suis au collège, enfin là je commence ma 3e année, ben je découvre encore des trucs. C'est pas mal non plus. Bon, on arrête là. Est-ce qu'on peut écrire un nom entre les deux? Entre les deux. Bon, d'accord. Bon, alors donc je reprends, je vous disais qu'en anglais, les mots ne se prononcent pas du tout comme en français.